Laurent Périlla a bien voulu accepter que je parle d'un sujet que je n'avais encore pas traité sous cet angle-là, à savoir celui des cours d'assises de Savoie et la peine de mort. Les cours d'assises de Savoie, de la Savoie française. Soyons très clairs. Car en effet, au lendemain du 12 juin 1860, date officielle du transfert à la France de la souveraineté sur la Savoie, cette dernière dut s'approprier, pour le jugement des crimes commis sur son territoire, le code pénal et le code d'instruction criminelle français. Elle en avait fait un très bref usage au cours de sa période française qui avait pris fin en 1815. Mais dès son retour dans les possessions sardes, elle avait retrouvé la législation édictée par Turin, qui confiait le jugement des crimes commis de ce côté-ci des Alpes au Sénat de Chambéry et de Nice. Sénat de Savoie, Sénat de Nice. En 1848, ce n'est qu'un rappel, vous le savez, la Cour d'appel de Chambéry avait remplacé le Sénat de Savoie, c'est dire que le jugement des crimes n'appartenait en aucun cas à des jurés populaires, mais était l'apanage exclusif de magistrats professionnels. Alors les Savoyards avaient toutefois vu fonctionner une justice criminelle populaire, avec de 1792 à 1815 le tribunal criminel du département du Mont-Blanc, ce département qui couvrait nos deux départements savoyards actuels. Et ce tribunal criminel du Mont-Blanc, siégeant à Chambéry, était fort de 15 membres, un président, 3 assesseurs pris parmi les juges des tribunaux de district, complétés par 12 jurés citoyens tirés au sort sur une liste de 200 noms, liste établie tous les 3 mois par le procureur général syndic du dit département du Mont-Blanc. Mais en 1860, les Savoyards découvrent une toute nouvelle organisation judiciaire. À la base, 8 tribunaux de première instance, Chambéry, Albertville, Moutier, Saint-Jean-de-Maurienne pour la Savoie, Annecy, Bonneville, Saint-Julien-en-Genevois et Thonon pour la Haute-Savoie. Une cour d'appel est, pour juger les crimes, une cour d'assises au chef-lieu de chacun des départements en charge d'exercer la justice criminelle. Une cour d'assises composée de 12 personnes, 3 magistrats professionnels et 9 citoyens jurés, à l'époque présentés par les maires des communes. Ce sont donc ces nouvelles juridictions éminemment populaires qui vont avoir la charge de juger les crimes commis dans leur département. Les membres de ces cours d'assises vont devoir en effet se familiariser avec la procédure pénale française et le code pénal français, qui prévoit pour chaque crime, à l'époque, une échelle des peines et la possibilité d'échapper au maximum de la peine grâce à l'octroi de ce que l'on appelait les circonstances atténuantes qu'une loi du 28 avril 1832 avait introduit en France. Cette loi, elle était destinée à rompre avec l'habitude prise par certaines cours d'assises d'acquitter plutôt que de prononcer une peine trop lourde, notamment lorsque la peine de mort était encourue. Eh bien, c'est du recours à la peine de mort par les 2 cours d'assises savoyards de 1860 jusqu'à l'abolition de 1981 dont je voudrais vous entretenir ce soir. La première peine de mort, prononcée par une cour d'assises savoyarde, devenue donc française, est celle prononcée le 5 décembre 1860, vous voyez, c'est l'année même de l'annexion, par la cour d'assises du département de la Savoie. Elle condamne à mort un nommé Jean Damois Gauja, 41 ans, qui le 12 juin 1859 au Moncel, au-dessus d'Aix-les-Bains, a tué d'un coup de pierre à la tête le garde champêtre du village, l'a émasculé, puis lui a volé son porte-monnaie, sa montre et son canif. Rien que cela. L'avocat de Damois Gauja dépose un pourvoi en cassation contre cette condamnation à mort, car, attention, à l'époque, on ne peut pas faire appel des décisions des cours d'assises. L'appel en matière criminelle n'a été introduit que très récemment en France, plus précisément au cours de l'année 2000. C'est très récent. Le seul recours d'un condamné était jusqu'en 2000 le pourvoi en cassation. Non pas pour que celle-ci rejuge l'affaire, car la Cour de cassation n'exerce pas un 3e degré de juridiction, mais simplement pour qu'elle casse le verdict et renvoie
à une autre cour d'assises, généralement la cour d'assises du département voisin, le réexamen de l'affaire. Mais pour qu'elle casse, il faut que celui qui se pourvoit en cassation apporte la preuve devant la cour de cassation qu'a été commise soit une erreur de droit, soit une erreur de procédure. Ce n'est pas parce qu'on vient devant la cour de cassation et qu'on dit je suis innocent ou qu'on m'a condamné d'une manière trop importante que l'on va obtenir gain de cause. Eh bien, en l'espèce, pour un motif que j'ignore, les archives ne le révèlent pas, l'avocat de Damoin-Goja parvient à faire casser le verdict de la cour d'assises de la Savoie et obtient que l'affaire soit rejugée par la cour d'assises de la Haute-Savoie, siégeant à Annecy. Et la cour d'assises de la Haute-Savoie va se montrer plus indulgente que sa voisine de Chambéry, en sauvant la tête de Damoin-Goja et en le condamnant le 9 mars 1861 aux travaux forcés à perpétuité. Voilà le sort de la première condamnation à mort prononcée dans les départements de Savoie devenus françaises. La seconde condamnation à mort est prononcée 6 ans plus tard par cette même cour d'assises de la Haute-Savoie. C'est l'affaire Vicquery, sur laquelle je voudrais m'étendre plus longuement. Nous sommes le lundi 12 août 1867. La nuit est tombée sur le petit village haut-savoyard de Valorcine, aux portes de Chamonix, à la frontière du Valais suisse. Il est 10 heures du soir. Dans sa cure, à l'ombre du clocher de l'église, le brave curé Maria est déjà couché. Soudainement, on toque à la porte de la cure. En compagnie de sa servante, Hélène Jacquet, qui l'a réveillée, l'abbé Maria va ouvrir et se retrouve devant un inconnu. « Monsieur le curé, je suis valaisan, je vous prie de venir au chevet d'un camarade qui est sur le point de rendre le dernier soupir dans l'ancienne caserne des douaniers entre Valorcine et Barbérine. » En dépit de l'allure peu engageante de ce visiteur nocturne, cheveux et barbes en bataille, le curé ne peut se dérober à cette demande. Le temps d'enfiler ses chaussures, de se munir de son chapeau et de sa canne, puis de passer à l'église prendre les saintes huiles, le voici, accompagnant l'inconnu dans la nuit. Tous deux sortent du village et à 450 mètres environ à l'extrémité du pont de la Moyetta, qui enjambe la rivière, un pressentiment habite le prêtre lorsque l'individu qui jusqu'alors marchait à ses côtés ralentit le pas et passe derrière lui. Mais il n'a pas le temps de faire demi-tour. Un violent coup de bâton s'apparentant à un gourdin s'abat sur sa tête, faisant voler son chapeau. Svelte et robuste, comme tout bon montagnard de la vallée, l'abbé Maria vacille mais ne tombe pas. Avec sa canne, il frappe son agresseur, puis prend la fuite en retraversant le pont pour rejoindre le village. Hélas, le brave curé est rattrapé et roué de coups de bâton sur le crâne, mettant sa tête en sang et le projetant au sol. « Ne m'achevez pas, laissez-moi mourir dans mon lit, laissez-moi le temps de recevoir les derniers sacrements, j'ai 100 francs de disponibles que je vous remettrai en échange de cette faveur, implore-t-il. » Peine perdue, l'individu l'empoigne par les jambes et le bas de sa soutane, le traîne au bord de la rivière et le jette à l'eau. Par chance, le prêtre parvient à s'agripper à un rocher servant d'appui au pont, mais l'agresseur revient et porte encore 2 coups au malheureux qui lâche prise et part à la dérive dans le courant du torrent, tandis que l'individu reprend d'un pas leste la direction du village. La baraka est avec l'abbé Maria. Trouvant encore des forces pour effectuer quelques brasses, il parvient à atteindre une berge, rampant sur le sol, le visage sanguinolent et la soutane en lambeaux. Il gagne au prix de longs efforts une ferme isolée occupée par un de ses paroissiens, Jean Vuillou. Après lui avoir fait part de son agression, il demande à celui-ci d'accourir à la cure où le malfaiteur a dû se rendre pour faire main basse sur ses économies. Vuillou se munit de sa carabine, alerte un voisin, Gaspard Burnier, qui prend une hache et tous deux partent aussitôt sus à l'agresseur. L'abbé Maria trouve encore assez de force pour les suivre. Et en approchant de la cure, le trio distingue bientôt la lumière d'une bougie qui se promène d'une fenêtre à l'autre. C'est certain, il pille la cure et a peut-être tué ma servante. Avec sa hache, Burnier enfonce la porte fermée de l'intérieur, mais l'individu s'enfuit par l'autre porte. Nullement impressionné par un coup de fusil tiré en l'air par Vuillou, il disparaît dans la nuit. On s'en va prévenir le curé d'Argentière,
On se rend à Chamonix pour appeler un médecin et informer les autorités, tandis qu'on alerte le poste de gendarmerie du col de la Forclaz. Quant au brave curé, il lui faudra 15 jours de lit et 3 semaines de convalescence avant de reprendre l'exercice de son ministère. La nouvelle de la tentative de meurtre du curé de Valorcine s'est répandue dans la vallée comme une traînée de poudre jusqu'aux Valais voisins. Le lendemain des faits, des habitants de la commune valaisanne de Trian, à 8 km de Valorcine, voient déambuler un individu inconnu d'eux, mais correspondant à la description donnée par la victime. Après une course-poursuite, ils parviennent à le capturer et à le remettre aux gendarmes français. Mais l'homme clame son innocence. « Je me nomme François-Basile Vicquéry. On me désigne sous le patronyme de Vicaire. Je suis célibataire, âgé de 26 ans, natif du Val d'Ost. J'exerce le métier de scieur de long et j'ai demeuré en dernier lieu à Chamonix. Vous commettez une erreur. Je suis totalement étranger aux faits que vous me reprochez. » Hélas, pour Vicquéry, on a retrouvé son sac perdu au cours de sa fuite et à l'intérieur de celui-ci, des vêtements ensanglantés. D'autre part, plusieurs témoins l'ont vu le jour des faits effectuer des passages à proximité de la cure de Valorcine entre 6 et 8 heures du soir. Et bien plus, le tenancier d'une auberge du village indique que vers 5 heures de l'après-midi, il s'est présenté à son établissement pour manger et qu'il s'est enquis de savoir si le curé était riche, si un vicaire demeurait avec lui à la cure ou s'il était seul avec une domestique. Le juge d'instruction de Bonneville, saisi des faits, s'est rapidement forgé sa conviction et ne tarde pas à ordonner la saisine de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry en vue de la mise en accusation de Vicquéry alias Vicaire et son renvoi devant la juridiction criminelle de la Haute-Savoie. Le 17 décembre 1867, la cour d'assises haut-savoyarde se réunit pour juger Vicquéry dans la salle d'audience au premier étage de l'actuel hôtel de ville d'Annecy, que nous avons connu avant le transfert du tribunal. Eh bien, une assistance inhabituelle occupe les bancs du public. On y compte de nombreux ecclésiastiques et les officiers de la garnison. Aucun murmure au moment où l'accusé entre dans le box encadré par 2 gendarmes. Sans doute sur les conseils de son avocat, il s'est débarrassé de la chevelure abondante et de la barbe hirsute qu'il portait au moment de son arrestation. Et aux questions du conseiller de la cour d'appel de Chambéry, Victor Houdard, venu présider les débats, Vicquéry répond avec une prolixité trahissant la volonté de convaincre par une surabondance de paroles. Le président Houdard manifeste une patience angélique, le laisse parler, le laisse s'enferrer dans d'invraisemblables explications. « Je suis innocent car je n'ai fait que passer par Valorcine pour aller chercher du travail à Morzine », peu soucié d'expliciter les raisons de cet inexplicable détour. Mais bientôt il se tait et écoute en demeurant de marbre le récit détaillé de l'agression que vient faire devant la cour et les jurés l'abbé Maria, miraculeusement rescapé. Et lorsque celui-ci achève sa déposition en déclarant, je le cite, « L'accusé ici présent est bien l'homme à qui j'ai eu affaire, j'affirme sous serment qu'il n'y a pas d'erreur possible de ma part », Vicquéry ne cherche plus à argumenter et se borne à répondre « Je ne comprends pas pourquoi monsieur le curé m'accuse, je peux dire en toute vérité qu'il fait une fausse connaissance de moi. » Charitable, le curé Maria reprend la parole. « Après avoir fait mon devoir en témoignant devant vous, monsieur le président, je désirerais en appeler à votre indulgence pour ce malheureux. Je lui pardonne. » Mais le président Houdard lui rétorque sèchement « Monsieur le curé, votre ministère de charité s'arrête ici. Ce n'est pas l'indulgence que vous avez à demander, mais seulement justice. Si l'accusé est coupable, la cour et le jury ne failliront pas à leur mission. » Fermez les guillemets. Se présente maintenant à la barre des témoins la servante, Hélène Jacquet. Elle explique qu'une demi-heure après le départ de son curé, l'homme qui était venu le chercher s'est présenté à nouveau à la cure, a pénétré de force, a fermé le verrou en lui déclarant « Dis-moi où le curé met son argent et vite, vous ne le verrez plus, je l'ai tué et ensuite noyé. Regardez, j'ai des traces de son sang sur ma chemise. » Puis la saisissant par la jupe et la secouant, si vous appelez au secours, je vous en fais autant. L'individu s'est alors emparé d'une montre sur la cheminée du salon, a fouillé toutes les armoires, puis soudainement a pris la fuite en entendant enfoncer la porte.
Oui, Vicquery n'en démord pas. Il n'est pas l'homme dont parle cette servante, peu importe qu'elle aussi affirme sous serment qu'elle le reconnaît formellement, peu importe qu'on lui présente la chemise saisie dans son sac et tachée de sang, il n'avouera pas. Pense-t-il trouver son salut judiciaire dans cette tentative désespérée de s'agripper à la bouée salvatrice du bénéfice du doute? Mais vous le comprenez bien, depuis le premier jour, depuis la première heure du procès, le doute n'habite pas les esprits, d'autant que le passé de Vicquery ne plaide pas en sa faveur. Les renseignements recueillis sur lui dans le Val d'Ost, d'où il est originaire, sont très défavorables. Je vais très vite. Il a été condamné pour tentative de viol. Dans tous les bûcheronnages et les scieries où il a été embauché, les ouvriers ont menacé de quitter les chantiers où il travaillait. Dans la vallée de Chamonix, il s'est rendu coupable au moins à 2 reprises d'escroquerie en obtenant la livraison de marchandises par la production de faux en écriture. Bon, vous voyez le personnage. Alors lorsque le procureur impérial d'Ossa, procureur impérial à Annecy, va se lever pour requérir, chacun pressent que ces réquisitions vont être extrêmes. Même si la victime a survécu, ce crime froidement prémédité n'en demeure pas moins crapuleux et n'a manqué que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Il n'y a donc nulle manifestation d'étonnement pour que je réclame la peine de mort. Maître Burnier, jeune avocat commis d'office, va tenter l'impossible pour sauver la tête de son client. Il va implorer les jurés de disqualifier l'accusation de tentative d'assassinat en coups et blessures volontaires ayant entraîné sans intention de donner la mort. On l'écoute en silence. Puis le président ordonne la clôture des débats. L'audience est suspendue. Les jurés sont invités à gagner la salle des délibérés. Ils s'y retirent seuls, sans les 3 magistrats professionnels. Car à l'époque, la décision sur la culpabilité appartient aux seuls jurés. Ils doivent répondre à une seule question: l'accusé est-il ou non coupable du crime qu'on lui reproche? Alors, une inconnue que ne révèlent pas les archives, a-t-on posé aux jurés la question sur l'existence ou l'absence des circonstances atténuantes? Les documents d'archives ne l'indiquent pas. Toujours est-il qu'à l'issue de 20 minutes de délibéré, les jurés reviennent dans la salle d'audience et le premier juré donne lecture de la réponse faite par la majorité du jury qui est, vous vous en doutez, affirmative. Au vu de cette réponse, les 3 magistrats de la cour se retirent à leur tour, mais seuls, pour décider de la peine. Évoque-t-il cette question des circonstances atténuantes? On peut l'imaginer. Toujours est-il qu'à leur retour dans la salle d'audience, le président énonce le verdict: l'accusé Vicquery, dit Vicaire, est condamné à la peine de mort. L'exécution capitale se déroulera sur la commune de Chamonix. Un journaliste présent écrit, je le cite, « C'est la première condamnation capitale prononcée depuis que notre pays a uni ses destinées à celles de la vieille France. L'horrible instrument du supplice est encore inconnu de nos bonnes populations. Un légitime orgueil patriotique a percé dans les conversations échangées après le prononcé de ce terrible arrêt. Ce n'est pas heureusement du sang savoyard que l'on va offrir en expiation à la justice humaine, car Vicquery n'est pas savoyard, mais valdotin. » Fermez les guillemets. Une observation. À la suite de ce procès, la procédure de vote sur la culpabilité par les jurys seuls, puis, vous l'avez vu en cas de réponse affirmative, la fixation de la peine par les 3 magistrats professionnels seuls, va perdurer dans le droit français jusqu'en 1932. En 1932, les 9 jurés vont continuer à délibérer seuls sur la culpabilité et en cas de réponse affirmative, c'est les 3 magistrats professionnels qui vont les rejoindre pour délibérer à 12, à la majorité de 8 voix au moins sur 12 pour prononcer la peine maximum et de 7 voix au moins sur 12 pour prononcer une peine qui n'atteint pas le maximum. Enfin, ça sera en 1941 que l'on connaîtra la règle actuelle, c'est-à-dire que les jurés et les 3 magistrats professionnels délibèrent ensemble à la fois sur la culpabilité et sur la peine. Revenons à Vicquery. Vicquery se pourvoit en cassation, vous savez maintenant ce que c'est, mais son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation. Il ne reste donc plus à son avocat qu'à présenter un recours en grâce auprès du chef de l'État
en l'espèce l'empereur Napoléon III, car nous sommes en 1867. Mais celui-ci rejette purement et simplement le recours en grâce de Viquéry. On va donc devoir procéder à l'exécution de Viquéry. Le Code pénal français dispose alors en son article 12 « Tout condamné à mort aura la tête tranchée ». On va donc devoir faire usage de la guillotine, totalement inconnue des Hauts-Savoyards. Il y a eu certes de 1792 à 1815 une guillotine à Chambéry mise à la disposition du tribunal criminel du Mont-Blanc, mais celle-ci a très peu servi. On n'a du reste jamais pu déterminer le nombre précis d'exécutions capitales durant les 23 années d'existence du département du Mont-Blanc, mais elle a très peu servi. Le mode d'exécution employé en Savoie, avant qu'elle ne devienne française, était, rappelons-le, la pendaison. Une potence était installée sur le lieu de l'exécution. Elle se composait de 3 madriers, 2 verticaux, hauts de 3 mètres et un horizontal long de 2 mètres, les joignant à leur sommet. 2 échelles étaient appuyées contre cette barre, et au milieu de celle-ci, un piton servait à accrocher la corde avec son nœud coulant. Le condamné, poussé par l'aide-bourreau, grimpait sur l'une des échelles, le bourreau sur l'autre. À une hauteur suffisante, le nœud coulant était passé au cou du condamné, et tandis que le prêtre prononçait les derniers mots d'une prière destinée à donner du courage au condamné, on faisait trébucher celui-ci en avant. L'échelle était retirée, le condamné était donc pendu, et pour éviter une longue agonie par asphyxie, dont on nous dit qu'elle pouvait aller jusqu'à un quart d'heure, eh bien, le bourreau s'accrochait à la traverse et pesait de tout son poids sur les épaules du pendu, tandis qu'en bas, son aide tirait sur les jambes. Et il fallait, à ce moment-là, nous dit la presse de l'époque, une bonne minute pour que la mort s'en suive. Alors, à partir de 1860, exit ce mode d'exécution vis-à-vis duquel la chute fulgurante du couperet de la guillotine apparaît comme un progrès. On va donc partir à la quête d'une guillotine pour raccourcir Viquéry. Alors les auteurs divergent sur ce point. Pour les uns, la guillotine qui va servir pour Viquéry est empruntée à Grenoble. Pour d'autres, on s'en va à Chambéry récupérer la guillotine de l'ancien tribunal criminel du Mont-Blanc que l'on avait conservée comme une relique après le retour de la Savoie dans le giron du royaume de Piémont-Sardaigne. Toujours est-il que l'exécution capitale de Viquéry est fixée au jeudi 30 janvier 1868. L'avant-veille, les bois de justice, comme on les désigne, sont parvenus à Chède. L'abondance des chutes de neige et le verglas ont imposé le dédoublement du chargement sur 2 chariots que 4 chevaux ont eu grand-peine à hisser sur la route pentue rejoignant Chamonix. Le lendemain, Viquéry est extrait de la maison d'Annecy, la maison d'arrêt d'Annecy, puis placé dans une voiture hippomobile. La présence à ses côtés de l'abbé Lafin, aumônier des prisons d'Annecy, suffit à lui faire comprendre la destination du voyage. À Bonneville, le convoi fait halte à la gendarmerie. Le geôlier de la maison d'arrêt qui l'escorte et avec lequel il a sympathisé depuis plusieurs mois lui donne un verre de vin chaud, car la température est sibérienne. Viquéry lui demande de l'embrasser et lui dit adieu jusqu'à l'autre monde. À Chède, la neige impose l'utilisation d'un traîneau pour atteindre Chamonix. Arrivé à destination, le condamné est placé dans une chambre de sûreté de la brigade de gendarmerie. Il refuse le repas qu'on lui propose et n'accepte qu'une tasse de café, puis il se couche. Dans la nuit, on installe la guillotine sur une esplanade longeant la route du Mont-en-Vert, en face du temple anglican. Des soldats doivent déblayer plus de 60 cm de neige gelée sur près de 20 mètres carrés de superficie pour installer correctement l'échafaud. À 6 heures du matin, le procureur impérial de Bonneville, accompagné de son substitut et d'un greffier, signifie à Viquéry que tous ses recours ont été rejetés. Et là, Viquéry va avouer. Il va avouer, c'est bien moi qui ai agressé l'abbé Maria. Il fait l'aveu de son forfait. Je sais que je vais mourir, mais j'ai mérité ce châtiment. L'aumônier Lafin, assisté du curé de Chamonix, lui prodigue le secours spirituel qu'il souhaitait, avant que l'exécuteur des hautes œuvres ne découpe la collerette de sa chemise. À 7 heures du matin, le traîneau, transportant le condamné, gagne le lieu de l'exécution.
En dépit d'une température de 10 degrés au-dessous de zéro, près de 1500 curieux, piétinent dans la neige pour assister au sinistre spectacle. Beaucoup sont venus de fort loin pour le grand profit des auberges locales. On compte de nombreuses femmes, certaines tenant même de jeunes enfants dans leurs bras, relève un journaliste. Un détachement de 60 hommes de la garnison de Bonneville et 5 brigades de gendarmerie assurent le service d'ordre. Les lèvres de François-Basile Vicquery semblent murmurer une ultime prière au moment où il gravit dignement les marches de l'échafaud. Dans quelques secondes, la loi va être obéie, selon l'expression d'un journaliste. La loi va être obéie. À Valorcine, la cloche de l'église appelle les fidèles à la messe matinale du bon curé Maria. Nul doute qu'elle va être célébrée pour le repos de l'âme de celui qui vient d'expier son crime. En 1901, le commissaire de police Eugène de Catelin, qui était en poste à Chamonix en 1867 et qui avait assisté à l'exécution de Vicquery, en fera le récit sous le pseudonyme de Stéphane Darve et le publiera à l'intention du grand public, concluant son propos sur l'inhumanité de la peine capitale. Et il lancera cette interpellation à ses électeurs: était-il nécessaire de faire jaillir à si grands frais tant de sang humain sur la neige immaculée de Chamonix? C'est à Chambéry maintenant que la cour d'assises de la Savoie va prononcer la 3e peine de mort depuis le transfert de la souveraineté française. C'est le 31 mai 1888, la condamnation à mort de Jean-Alexis Favre, 31 ans, marchand ambulant, qui le 6 mars 1888 à La Balme, près de Yenne, a tué d'un coup de couteau à la nuque pendant son sommeil son colocataire Joseph Roux, autre colporteur, pour lui voler ses marchandises, a placé son corps dans un sac qu'il a cousu et l'a jeté dans le Rhône, d'où il a été repêché le lendemain. Jean-Alexis Fabre présentera un recours en grâce au président de la République, Sadi Carnot, qui, bienveillant, commuera cette peine de mort en travaux forcés à perpétuité. La guillotine n'officiera donc pas à Chambéry. Mais elle va être actionnée à Chambéry 3 années plus tard, à l'occasion de la célèbre affaire John Maria Spaggiari, il Furioso. C'est un inquiétant bonhomme que ce John Maria Spaggiari, âgé de 29 ans, qui a quitté à une date inconnue son village natal de Vezzano, dans la province italienne du Trentin au Adige, pour venir s'installer à Annecy, où il a occupé des emplois de journalier, puis de terrassier. Petit, râblé, il ne mesure qu'1,64 m, il compense sa faible taille par des muscles d'acier. Son large visage, partiellement masqué par une barbe châtain foncé, prolongeant une ample chevelure de même couleur, n'est pas de ceux qui expriment, je dirais, une tendresse particulière. Eh bien, nous sommes le 2 décembre 1888. Il est aux alentours de 6h30 du soir. Spaggiari déambule rue de Lille, à Annecy. Devant lui débouche un groupe de jeunes gens, parmi lesquels Adolphe Courbinou, 18 ans, et Jules Gauttet, 14 ans. Un mauvais regard, un mot malvenu, un geste mal compris ou tout simplement un acte gratuit, qui sait? Spaggiari brandit soudain un imposant couteau qu'il porte sur lui et en assène un coup violent à Gauttet, en pleine poitrine. Puis, s'élançant sur Courbinou, qui cherche à fuir, parvient à l'atteindre au bras gauche. Et tandis que l'on s'empresse autour des blessés, Spaggiari se fond dans la foule, ameuté par l'événement, et disparaît. Si Adolphe Courbinou se rétablit au bout de quelques jours de soins à l'hôpital, il n'en est pas de même pour le jeune Jules Gauttet, qui succombe fin janvier. Mais les témoignages des membres du groupe auquel faisaient partie les 2 victimes permettent de dresser un portrait robot suffisamment précis de l'agresseur, et grâce à ce portrait robot, la gendarmerie d'Annecy va identifier John Maria Spaggiari. Activement recherché, celui-ci est bientôt découvert, mais oppose de farouches dénégations. À c'est dire, il est totalement étranger à cette affaire et victime d'une méprise. Mais la présence de taches de sang sur ses vêtements, et surtout la découverte à son domicile d'un long couteau similaire à celui décrit par les témoins, sur lequel les enquêteurs constatent la présence de sang séché, le conduisent bientôt à passer à table, tout en donnant une version de légitime défense. Alors que je me promenais tranquillement dans la rue,
j'ai soudainement été entouré par plusieurs jeunes gens qui m'ont empêché de continuer mon chemin et m'ont menacé. J'ai donc été contraint de me défendre en faisant usage d'un couteau que je portais sur moi. » Ces déclarations de Spaggiari se heurtent toutefois aux dépositions de divers témoins de la scène. Aucun d'eux n'évoque la prétendue provocation des jeunes gens, et encore moins les menaces qui auraient été proférées. Spaggiari est donc renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Savoie, qui, le 16 janvier 1889, lui accorde le bénéfice du doute en ce qui concerne l'intention homicide, mais le déclare coupable du crime de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de Jules Gautet. Considérant son jeune âge et l'absence d'antécédents judiciaires, la cour d'assises d'Annecy se montre bienveillante et le condamne à 5 ans d'emprisonnement. Spaggiari est bientôt transféré à la maison centrale d'Albertville pour y subir sa peine. Ancien pénitencier de l'administration sarde, construit pour 180 détenus, cet austère établissement contient alors près de 450. C'est vous dire que la surpopulation pénitentiaire, ce n'est pas quelque chose d'actualité, ça remonte à très loin. Promiscuité, évidemment, de tous les instants qui pèsent sur cette maison d'arrêt. Le travail dans ses ateliers exigus, travail de cordonnerie, ébénisterie, ganterie, tissage de toile, comme les nuits dans ces vétustes dortoirs où s'entassent lits métalliques et chalis, n'y rendent pas le séjour particulièrement enviable. Aussi, la contention durant plusieurs années entre les murs de la sévère prison albertvilloise n'est pas une perspective à laquelle peut se résoudre l'ombrageux Spaggiari. Au bout de 11 mois d'enfermement dans cette maison centrale, il n'en peut plus, au point qu'il ne fait pas mystère autour de lui qu'il est prêt à faire, je cite, un mauvais coup pour provoquer une nouvelle condamnation qui lui ouvrira la porte des travaux forcés et avec eux l'exécution de sa peine dans un bagne outre-mer à l'air libre. Le malheureux ne songe pas une seconde qu'il peut risquer la peine de mort. Eh bien, l'occasion de ce mauvais coup lui est offerte par l'animosité qu'il nourrit à l'encontre d'un autre détenu, nommé Chanu, qu'il côtoie dans l'atelier de cordonnerie de la prison où tous deux ont été affectés. Les motifs en sont inconnus, mais la hargne de Spaggiari vis-à-vis de Chanu est tenace. Ses querelles avec lui sont devenues quotidiennes. Eh bien, le 23 décembre 1890, à 7 heures du matin, regagnant son poste de travail à l'atelier de cordonnerie, Spaggiari s'empare d'un tranchet de cordonnerie et se dirige, sans mot dire, vers son souffre-douleur Chanu, qui est déjà assis devant un établi. Le prenant par surprise, il lui plonge avec une violence extrême le tranchet dans le sein droit, le poumon perforé, Chanu décède en quelques minutes, victime d'une hémorragie interne. Aussitôt neutralisé par les gardiens, Spaggiari est jeté au mitard et ne tarde pas à être inculpé d'assassinat par le juge d'instruction d'Albertville, qui mène une information judiciaire tambour battant. En moins de 6 semaines, il est mis en accusation devant la cour d'assises de la Savoie. L'audience a été fixée au 19 février 1891 et dès l'ouverture des débats, Spaggiari se présente sous les plus mauvais jours. Sous le plus mauvais jour, il refuse de répondre aux questions du président, s'en prend bientôt aux témoins, ces témoins qui sont tous des détenus de la centrale d'Albertville et qui confirment avoir entendu les propos tenus par Spaggiari. Et les autres décrivent la brutalité et la soudaineté de l'agression dont a été victime Chanu. Mais contre toute vraisemblance, Spaggiari s'entête à contester la préméditation de son acte homicide. Peine perdue, l'avocat général Noguer prononce un implacable réquisitoire. Spaggiari ne mérite aucune pitié, puisque 2 fois déjà, il a versé le sang humain et a occasionné la mort à ses victimes. Je vous demande la plus grande sévérité pour cet homme dont les mains sont entachées de sang. Maître Richard, jeune étoile montante auquel on prédit une carrière aussi brillante que celle de son père au barreau de Chambéry, exhorte la Cour à accorder à Spaggiari le bénéfice des circonstances atténuantes, en prenant en compte le caractère bouillonnant de son client plongé dans un univers carcéral qu'il ne supportait plus. Mais après que les jurés aient évidemment répondu par l'affirmative sur la culpabilité du crime de meurtre avec préméditation, les 3 magistrats de la Cour vont se montrer inflexibles. À 7h30 du soir, le verdict tombe dans un silence funèbre suivi d'une salve d'applaudissements. Gian Maria Spaggiari
est condamné à la peine capitale. Immédiatement, on l'extrait de la salle d'audience et on l'entrave aux mains et aux pieds. Il est prestement conduit dans le fourgon cellulaire qui regagne aussitôt la maison d'arrêt de Chambéry toute proche. Son avocat lui rend visite dès le lendemain et lui fait signer un pourvoi en cassation contre sa condamnation à mort. L'avocat nourrit-il quelque illusion sur les chances de ce pourvoi qui permettrait la cassation de l'arrêt de la Cour et l'ouverture d'un nouveau procès hors de la Savoie, ou cherche-t-il seulement à épuiser toutes les voies de recours? Dès le 12 mars, la chambre criminelle de la Cour de cassation prononce le rejet du pourvoi de Spaggiari, auquel l'avocat répond aussitôt par le dépôt d'un recours en grâce auprès du président de la République. Plusieurs semaines s'écoulent, le président Sadi Carnot tarde à se prononcer. Certains affirment que chaque jour qui passe laisse augurer une commutation de la peine capitale en travaux forcés à perpétuité, mais le parquet général de Chambéry ne partage pas cette vision des choses et se préoccupe déjà de trouver un emplacement adéquat pour l'exécution, qui doit se dérouler, la loi l'impose, en un lieu public. Et il porte finalement son choix sur un angle de la place du marché, à proximité immédiate de la prison. Fureur du conseil municipal de Chambéry, qui ne souhaite pas qu'à l'avenir plane sur le lieu le plus commerçant de la ville le souvenir de la guillotine. On en réfère donc au garde des Sceaux. On négocie. Et ce sera finalement sur le quai de la Lesse, cette rivière qui traverse Chambéry, en bordure du champ de foire du Vernet. C'est au cours de la première semaine de mai que la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans les couloirs du palais de justice puis en ville. Le recours en grâce de Spaggiari vient d'être rejeté. Son exécution va intervenir dans une poignée de jours. En effet, l'exécuteur des Hautes-Œuvres, Louis Desblair, le grand exécuteur des Hautes-Œuvres en France, après Simon sous la Révolution, c'est Desblair, la famille Desblair. Là, c'est encore Louis Desblair qui officie, après ça sera son fils. Eh bien, Louis Desblair vient de recevoir, conformément à la procédure, l'enveloppe bleue. C'était une enveloppe bleue contenant la réquisition du procureur général. Je la cite, « L'exécuteur des arrêts criminels recevra à la prison de Chambéry le nommé Spaggiari Jean-Marie à l'effet de lui faire subir la peine de mort par décapitation. » Dissimulés sous une bâche, les bois de justice, comme on les désigne, quittent bientôt leur remise de la prison de Fresnes. La guillotine était remisée à la prison de Fresnes et sont placés dans un wagon à marchandises à destination de Chambéry. Le jeudi 7 mai au soir, Louis Desblair, flanqué de 3 acolytes et accompagné par son fils Anatole, qui depuis le 1er novembre précédent s'est vu conférer le titre et les émoluments de bourreau adjoint, prend à la gare de Lyon le train de nuit à destination de Chambéry. Son arrivée ne passe pas inaperçue, épié dans chacun de ses faits et gestes. On l'observe au cours de la journée de ce vendredi, alors qu'il inspecte l'emplacement choisi pour l'exécution, avant de réceptionner les 22 éléments de la guillotine qui vont être assemblés à la tombée de la nuit. Sans attendre les premières lueurs du jour, le surveillant-chef de la prison actionne la lourde clé qui donne accès à la cellule de Spaggiari. L'avocat général Noguer s'approche de Spaggiari déjà réveillé, allongé tout habillé sur son lit, ses mains et ses pieds entravés par des chaînes. L'avocat général Noguer prononce la phrase rituelle « Votre recours en grâce est rejeté ». Après quelques secondes de silence où il paraît interdit, Spaggiari donne une lettre à son avocat. « Remettez-la à mon consul, afin qu'il sache les misères que le gardien m'a faites. » On apprendra en effet qu'au cours des derniers jours, plusieurs scènes de violence ont opposé le détenu au personnel pénitentiaire, notamment au gardien-chef Curtet. Le condamné s'entretient alors avec l'aumônier, qui le convainc de l'accompagner à la chapelle de la prison pour assister à une messe. Sortant dans la coursive et passant devant un gardien, Spaggiari lui crache au visage et l'injurie. L'office achevé, ayant réintégré sa cellule, il subit l'échancrure de sa chemise que mènent à bien les acolytes de Desblair. Il boit le verre d'anisette et fume le cigare qu'on lui a proposé, conformément aux usages, mais les choses vont dégénérer. Au moment où on lui enlève ses entraves, Spaggiari entre en crise et assène un violent coup de poing au gardien-chef en exhalant divers griefs contre lui. Il est immédiatement maîtrisé et jeté à terre où l'on avait disposé une couverture en prévision d'un tel incident. Solidement ligoté et étroitement encadré par les acolytes du bourreau, il est transporté dans le fourgon
où les Debler père et fils ont également pris place avec l'aumônier. Escorté par un peloton de gendarmes à cheval, le convoi s'ébranle vers le lieu de l'exécution. Les effectifs de 4 brigades de gendarmerie ont été disposés tout au long du parcours, tandis que les hommes d'un demi-escadron du 4e dragon et d'un bataillon du 97e de ligne forment un quadrilatère autour de la guillotine. Sage précaution, car une foule incalculable a écourté son sommeil pour assister au lugubre spectacle. La presse relève que dans cette multitude, je la cite, le sexe sensible tient la plus large place. Et que des gens se sont même campés au milieu de la rivière, ayant de l'eau à mi-jambe, pour ne rien rater de la scène. 4h30 du matin viennent de sonner. Les chroniqueurs du Courrier des Alpes et du Patriote républicain, ainsi que des membres du corps judiciaire, témoins de la scène, rapportent, je cite, « Dès que le fourgon a franchi le double cordon des troupes, Debler fait ranger le véhicule à côté de la guillotine. Les aides descendent, puis l'aumônier Spaggiari. Celui-ci a encore son cigare aux lèvres. Il demande en vain 10 minutes pour parler. En 2 pas, il est devant la machine, le front haut. Il regarde les soldats avec arrogance et lance avec son accent transalpin « Ces cossons de Français ne pardonnent jamais ». Tandis que l'aumônier l'embrasse, il est empoigné par Debler et ses hommes qui le poussent vers la guillotine, font basculer la planche, ferment la lunette et déclenchent la chute du couperet. Il ne s'est pas écoulé 20 secondes depuis que le condamné a mis pied à terre. Le panier, contenant la dépouille de Spaggiari, est immédiatement placé dans le fourgon qui gagne à vive allure le cimetière du Paradis, voisin de quelques centaines de mètres. On dépose le corps dans une bière, détail macabre que n'omet pas de rapporter pour ses lecteurs un journaliste présent, je le cite, « Debler prend la tête par une oreille et la place au pied du supplicié ». La prière des morts est récitée par le prêtre qui a assisté Spaggiari jusque dans ses ultimes instants, puis l'on ferme la bière avant de l'ensevelir anonymement en fosse commune. Anatole Debler tire de sa poche le petit carnet gris qui ne le quitte pas, ce carnet qui était récemment publié, depuis qu'il est devenu le bras droit de son père, et auquel il va prochainement succéder. Et il inventorie minutieusement chacune des exécutions auxquelles il participe. Il y en aura au total 395. Il aura 395 têtes, si l'on peut dire, à son actif, en consignant les particularités. Et je suis allé regarder la notation du 9 mai 1891. On y dit « Spaggiari Gianmaria, le condamné a donné un violent coup de poing en pleine poitrine au gardien qui lui enlevait les fers. Il a fallu le ligoter à terre. » Point, parce que c'est très bref. Voilà ce qu'il dit. Au Vernet, on démonte déjà les bois de justice sous les yeux de la foule qui lentement se retire. Ils vont regagner Fresnes par le premier train. Voilà l'affaire Spaggiari. Alors une remarque, l'attrait morbide sur le public qu'exercent ces exécutions capitales hors les murs des prisons. Cet attrait morbide que vous avez constaté à Chamonix, que l'on constate à Chambéry, n'est pas spécial au département savoyard. On assiste même dans certains départements à des débordements de foule difficilement contenus. Des riverains des lieux d'exécution louent à prix fort leurs balcons ou leurs fenêtres. Plusieurs milliers de personnes, certaines juchées sur les toits, sont présentes par exemple à Lyon, au petit matin du 16 août 1894, pour assister au passage sous la guillotine de Santo Caserio, ce jeune anarchiste milanais qui avait assassiné le président Sadi Carnot le 24 juin précédent. Plus près de nous, le 17 juin 1933, à 4h30 du matin, ce sera une foule en furie qui se rassemblera devant la prison de Versailles pour l'exécution d'Eugène Winman, condamné à mort pour 6 assassinats. Des caméras vont même jusqu'à filmer la scène. Et tenez-vous bien, un spectateur hystérique va jusqu'à tremper son foulard dans la rigole où coule le sang de la tête qu'on vient de trancher. Alors trop, c'est trop. Le gouvernement Daladier, par un décret-loi du 24 juin 1939, va ordonner que dorénavant, les exécutions se dérouleront hors la présence du public dans les enceintes des prisons. Depuis 1939, il n'y a plus en France d'exécution publique. Mais revenons en Savoie, parce que l'exécution de Spaggiari sera la dernière exécution que connaîtront nos 2 départements. Les cours d'assises savoyardes vont certes condamner encore à mort, mais les condamnés seront systématiquement graciés.
Le 13 mai 1903, la cour d'assises de la Savoie condamne à mort Giambattista Mafioso, un maçon italien de 20 ans qui a fracassé à coups de pierre le crâne de Jean-Baptiste Martine, 72 ans, maçon à Termignon, pour lui voler son porte-monnaie contenant 32 francs. Il sera condamné à mort, mais sera gracié par le président Émile Loubet. Le 30 mai 1906, Antonio Lombardo, cordonnier italien de 22 ans, détenu à la maison d'arrêt de Moutier pour avoir pénétré en France sans passeport, est condamné à mort par la cour d'assises de la Savoie pour avoir tué à coups de hache le gardien de prison Michel Santarelli afin de s'évader. Lui aussi sera gracié, cette fois-ci par le président Armand Fallières. Encore à Chambéry, le 26 mai 1909, la cour d'assises condamne à mort Gianfelice Casas, 19 ans, ouvrier boulanger à Saint-Jean-de-Maurienne, qui a tué son patron de 6 coups de couteau pour le voler. Lui encore sera gracié. Et toujours encore à Chambéry, la cour d'assises de la Savoie condamne à mort le 1er juin 1910 Louis Magat, qui sur la route d'Aix-les-Bains a assommé d'un coup mortel un cultivateur de 71 ans rentrant du marché de Chambéry afin de le voler. Il sera pareillement gracié par Armand Fallières. Encore la cour d'assises de la Savoie, le 19 février 1912, c'est la célèbre affaire, tristement célèbre affaire de la bande dite des bandits de Saint-Pierre d'Albigny. Eh bien, deux des chefs, des têtes de file de ces bandits, Pierre-Eugène Girard et Pierre Passieux, comparaissent, coupables d'avoir d'une part tué à coups de hache un garçon d'écurie, rival amoureux de Passieux, et d'avoir égorgé à leur domicile 2 paysans de Chamoux âgés de 83 et 76 ans pour s'emparer de leur économie. Ils seront encore graciés. 2 ans plus tard, c'est Annecy qui prononce une condamnation à mort. Le 4 mai 1912, la cour d'assises de la Haute-Savoie condamne à mort Jean-Désiré Viton, 20 ans, proxénète, qui le 18 juin 1911 a abattu à coups de revolver sa maîtresse prostituée, Virginie Hortelan, par crainte qu'elle ne dénonce des méfaits qu'il avait commis à Grenoble. Il bénéficiera, lui aussi, de la grâce présidentielle. En Haute-Savoie, l'une des dernières grandes affaires criminelles, où le spectre de la peine de mort planera dans la salle d'audience de la cour d'assises, eh bien, sera celle de l'évasion sanglante de la prison d'Annecy, dont vous devez sans doute avoir en mémoire. Nous sommes dans cette nuit du 12 septembre 1936. La nuit est déjà avancée. Derrière les murs de la maison d'Annecy, de la maison d'arrêt d'Annecy, qui depuis 1865 a pris place à l'arrière de la solide bâtisse du groupement de gendarmerie départementale, non loin de la pelouse du Paquet, à l'emplacement précis de l'actuel palais de justice, rien ne laisse présager le drame qui se trame. Les quelques 100 détenus présents paraissent paisiblement endormis, mais ce n'est qu'une apparence trompeuse. Vers 2h30 du matin, le gardien-chef Joseph Bruyère est réveillé par des appels insistants provenant du dortoir commun. S'étant rendu sur place, il apprend de la bouche d'un détenu que 4 co-détenus sont parvenus à ouvrir la porte du dortoir et à faire sortir de la pièce un de ses voisins de lit dénommé Blanc. Alors branle-bas de combat, dans le bien maigre personnel pénitentiaire de permanence de nuit, le gardien-chef, accompagné de 2 gardiens, se précipite dans la cour. Peine perdue, point de fugitif, mais une échelle contre le mur d'enceinte, puis une autre à l'extérieur de l'autre côté du mur. Ils ont compris. 5 détenus ont fait la belle. Mais où se trouve le gardien Henri Pellier, également de service de nuit et qui a effectué les dernières rondes? Nul ne l'a vu depuis que l'alerte a été donnée. Pressentant le pire, le gardien-chef ordonne une fouille immédiate de la prison et bientôt, dans un petit local où sont temporairement entreposées les chaises fabriquées par les détenus, est découvert le corps sans vie du gardien Pellier gisant au sol. Une serviette tordue lui entoure le cou, ses bras sont ligotés derrière le dos au moyen de fils de fer galvanisés mis à la disposition des prisonniers pour fabriquer des couronnes mortuaires. La ceinture de flanelle que le malheureux avait coutume de porter a été arrachée pour lui lier les jambes. La courroie de cuir auquel était suspendu son boîtier contrôleur de ronde a été aussi utilisée comme lien. On dénombre donc au total 5 évadés qui se sont évanouis dans la nuit annécienne de ce samedi 12 septembre 1936. 3 d'entre eux, Albert Chavron, Pierre Bruyas et Edmond Dufournay, sont de gros gibier. Ils ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité par la cour d'assises de l'Isère pour des vols avec violence
et ils étaient temporairement incarcérés à Annecy dans l'attente de leur départ pour le bagne. Toutes les recherches entreprises aux quatre coins du département, descendent dans les débits de boissons et hôtels, contrôle à la gare, barrage sur les routes, s'avèrent vaines. Mais néanmoins, au bout de quelques semaines, ils sont retrouvés à la faveur de minutieuses investigations que je n'ai pas le temps de détailler pour ne pas vous lasser. Et si pour 2 des 5 évadés, le crime de meurtre ne peut être retenu, il n'en va pas de même pour les 3 autres. En vieux cheval de retour, Bruyas refuse de répondre à toute question, affirmera qu'il ne parlera qu'en présence de son avocat, mais ses 2 comparses sont plus disers. Ils expliquent qu'au cours de la nuit, Dufournet est sorti de sa cellule, car à ses dires, le gardien avait omis de fermer celle-ci à clé. Au moyen d'une pince provenant de l'atelier où il travaillait, il s'est rendu à la porte de la cellule de Bruyas dont il a dévissé les écrous, tandis que celui-ci tirait les boulons à lui. La serrure ayant cédé, tous 2 ont gagné le premier étage où se trouvait le dortoir commun, et surprenant le gardien Pellier qui effectuait sa ronde, ils ont décidé de le neutraliser, Dufournet l'immobilisant et Bruyas l'assommant. Ce dernier s'est emparé de son trousseau de clés et est redescendu au rez-de-chaussée du bâtiment pour ouvrir les cellules d'Emmanuel Engrand et de Charvon. En leur compagnie, il a gagné à nouveau le premier étage où Dufournet continue à tenir en respect le gardien auquel il avait enfoncé un bâillon dans la bouche. Se rendant au dortoir commun dont ils ouvraient la porte, ils ont fait sortir le dénommé Blanc, après avoir menacé ses compagnons de chambrée pour le cas où l'un d'eux se hasarderait à donner l'alerte. Ils ont ensuite transporté le gardien Pellier dans un local de dépôt de chaises, puis ils ont ouvert le vestiaire où étaient conservés les effets personnels des détenus et ont troqué leur uniforme pénitentiaire pour leurs vêtements civils. Accédant ensuite à l'atelier, ils se sont emparés de 2 échelles, car si le providentiel trousseau de clés permettait d'ouvrir la porte du bâtiment de détention, il en était autrement pour le portail de l'enceinte principale. Eh bien, au moyen d'une première échelle, ils ont atteint le faîte du mur, puis se hissant à bout de bras sur le mur, eh bien, avec la seconde échelle, ils ont placé celle-ci à l'extérieur de ce mur, du côté de la rue Revon, et ont disparu. Mais on les a retrouvés. Alors, le mercredi 28 avril 1937, voici les fugitifs, en veste et pantalons de bure pénitentiaire, entassés dans l'étroit box des détenus de la salle d'audience du tribunal d'Annecy, où ils comparaissent devant la cour d'assises haut-savoyarde. La maréchaussée n'a pas lésiné sur les moyens pour les encadrer d'une solide escorte. Et s'ensuit de longs échanges croisés avec le président de la cour, car les accusés savent ce qu'ils encourent et tentent de persuader les jurés qu'ils ne voulaient pas la mort du surveillant pénitentiaire, mais que leur but était simplement de le neutraliser. Et c'est en fin d'après-midi qu'au banc de la partie civile se lève maître Richard pour sa plaidoirie au nom de la famille du gardien Pellier, honnête fonctionnaire, père de 4 enfants, dont la nation a salué le sacrifice par l'attribution de la Légion d'honneur à titre posthume. La préméditation ne fait aucun doute au regard d'un enchaînement de faits que je veux reconstituer. À 11h du soir, Dufournet et Bruyas avaient leur plan. Ils ont tendu un guet-apens à Pellier et l'ont bâillonné et ligoté. S'ils n'avaient pas voulu le tuer, ils n'avaient qu'à partir aussitôt. Or, ils ont resserré les liens et sous leurs yeux, il est mort étouffé. Ce n'est qu'alors qu'ils l'ont transporté dans le réduit. J'en appelle à la sévérité du jury afin de dissuader les potentiels auteurs d'agressions de personnel pénitentiaire. L'audience est levée peu après 17h. Une foule compacte contenue par 2 sections de chasseurs alpins est massée sur la place de l'hôtel de ville pour assister à la sortie du fourgon cellulaire et chacun en est de ses supputations sur le verdict qui va tomber le lendemain. Eh bien, aux premières heures de ce 29 avril, les habitués du prétoire se mêlent à la foule des curieux, peu familiers des audiences de la cour d'assises, et chacun escompte être au nombre des chanceux qui pourront pénétrer dans la salle d'audience pour assister au réquisitoire du procureur de la République d'Annecy, M. Edgar Sceaux. Eh bien, celui-ci va concentrer son propos sur les 3 principaux accusés auxquels on reproche le meurtre du gardien Pellier. Comme l'a fait la veille l'avocat de la partie civile, il s'attache à mettre en évidence la préméditation. Je le cite. « La volonté de tuer le surveillant était ancrée dans leur esprit. Dufournet et Bruyas l'ont agressé et maîtrisé. Chavron a placé plus tard un second bâillon qui achevait son étouffement alors qu'il était déjà suffocant. Froidement, lâchement, ils ont voulu cette mort. Elle était nécessaire pour la réussite de leur projet de fuite. Après avoir rappelé qu'un juge ne doit pas obéir aux rumeurs de la foule et aux passions populaires, mais décider en son âme et conscience, il poursuit « Quant à moi, je prends mes responsabilités.
Devez-vous, en face de votre conscience, accorder à ces 3 bandits les circonstances atténuantes? J'ai mûrement réfléchi. Dans leur passé, rien ne milite en leur faveur. Ils n'ont pas eu un mot de regret. Cyniques et impassibles, tels ils sont restés. C'est donc le châtiment suprême que, sans haine, je requiers contre ces 3 accusés. Souvenez-vous, au cours de votre délibération de leur forfait, et rapportez un verdict impitoyable. Et la parole est donnée à la défense. La défense, qui, vous l'avez bien compris, a un rôle qui n'est pas mince concernant les 3 principaux accusés. Et c'est tout d'abord quelqu'un que nous connaissons tous, notamment Michel Amaudry, maître Charles Bosson, jeune et brillante figure du barreau local, à l'époque, qu'il incombe de plaider pour la défense de Charvant. Je cite une partie de la plaidoirie de maître Charles Bosson. Charvant, Dufournais et Bruyas avaient été précédemment très durement condamnés. Ils n'avaient pourtant jamais commis que des vols. Jamais leurs mains n'avaient été tachées de sang. Condamnés aux travaux forcés à perpétuité, ils étaient pourtant détenus à Annecy, où des négligences se sont succédées. Sans la porte que le gardien avait omis de fermer, sans la pince qui avait pu être facilement ramenée de l'atelier, la possibilité de l'évasion ne serait pas venue miroiter aux yeux de Dufournais. Ces hommes ont-ils voulu tuer délibérément le gardien, ou ont-ils voulu seulement l'immobiliser, l'empêcher de donner l'alarme? Pas de doute à ce sujet, non, ils ne voulaient pas le tuer. Et maître Bosson achève sa plaidoirie par cette vibrante invocation. « Messieurs les jurés, je vous en conjure, vous ne ferez pas venir la guillotine à Annecy. Elle n'y est encore jamais venue. Au nom de l'équité, pour la paix de votre conscience, ne condamnez pas à mort des hommes qui n'ont pas voulu tuer. » Les 2 dernières plaidoiries seront prononcées au cours de l'après-midi. C'est tout d'abord maître Arnaud, défenseur de Bruyas, qui fait le procès de l'administration pénitentiaire pour l'incurie qui régnait à la prison d'Annecy. C'était la prison modèle pour s'évader. Lorsque ces détenus condamnés aux travaux forcés à perpétuité sont arrivés, il aurait fallu prendre des précautions spéciales, que l'on augmente d'urgence le personnel insuffisant. Or, le plus incroyable laisser-aller régnait. Un trou de 23 cm existait entre les cellules de Charvant et de Dufournais. Ce dernier avait été laissé en possession de la pince avec laquelle il travaillait dans l'atelier de la prison. Les rondes réglementaires n'étaient pas faites. Dans l'atelier existaient des échelles suffisamment hautes pour franchir les murs d'enceinte. L'administration porte une lourde responsabilité dans ce qui s'est passé. Et de conclure, mon client mérite certes une lourde peine pour sa faute, mais pas la peine capitale. Et c'est à maître Raoul Boson, que nous avons également connu, Raoul Boson, redoutable bretteur pénaliste qui incombe, à qui incombe de clôturer les plaidoiries, de conclure les plaidoiries et de défendre Dufournais. Et il pointe à son tour les négligences ayant permis la réalisation de l'évasion. Puis il fait appel à la raison des jurés. Dans cette affaire, on a parlé de meurtre, on a parlé d'assassinat. Quel intérêt avaient ces hommes à tuer un gardien? Il faut un mobile au meurtre. On tue par passion, on tue par cupidité. Or, ces détenus ne voulaient que reconquérir leur liberté. S'ils avaient voulu tuer, ils avaient d'autres moyens à leur disposition. Pellier n'était pas mort lorsqu'il a été descendu dans le réduit, car d'autres détenus de la prison ont témoigné qu'ils ont entendu des cris d'étouffement. Le procureur a dit qu'il ne voyait pas de circonstances atténuantes dans leur cas, mais la carence de l'administration, les négligences commises n'ont-elles pas constitué des circonstances atténuantes pour les coupables? En entrant dans la salle des délibérations, messieurs les jurés, posez-vous cette question. Allons-nous envoyer ces hommes à l'échafaud? Non, vous ne le voudrez pas. La société ne sera-t-elle pas tranquillisée par la peine de bagne à perpétuité? Toute la vie de Dufournais est désormais vouée à l'expiation, car il doit vivre pour expier sa faute. Il la paiera chèrement. J'en appelle à votre pitié et à votre charité, sœurs jumelles de la justice. Une longue délibération va s'ensuivre, car on peut imaginer le dilemme qui se pose aux jurés. Dans la foule qui attend fébrilement le verdict, les paris vont bon train. Sauveront-ils ou non leur tête? Eh bien, la réponse tombe bientôt. Les circonstances atténuantes sont accordées aux accusés Dufournais, Bruyas et Charvant, qui sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Les 2 autres accusés pour lesquels n'est retenue qu'une évasion aggravée écopent pour leur part de 5 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de séjour. Et le chroniqueur judiciaire de conclure pour l'édition du lendemain de son journal, les jurés de notre département n'ont pas voulu qu'un jour prochain au petit matin, le lourd couperet de la guillotine
fasse entendre par 3 fois son sinistre déclic sur une place annécienne. J'en termine, assurez-vous. La dernière condamnation à mort, prononcée par nos cours d'assises savoyards, intervient à Chambéry le 2 juin 1950 et vise alors là 2 très jeunes accusés, auxquels on reproche les faits suivants. Le jeudi 6 octobre 1949, peu avant 19h, alors qu'il stationne devant la gare d'Aix-les-Bains, l'artisan chauffeur de taxi Jean Giraud voit se présenter à lui 2 jeunes hommes qui lui commandent une course au-delà de Chambéry, précisément à destination du village d'Apremont, au pied du col du Granier. Ayant donné leur accord sur le prix de la course, 1400 francs, ces 2 clients s'installent sur la banquette arrière de la traction 15 chevaux du brave taxiteur Giraud, qui aussitôt met le cap sur Chambéry puis Apremont. Il est 19h30, on arrive dans les vignes d'Apremont. C'est le lieu choisi par les 2 voyageurs pour passer à l'action. Celui assis derrière le conducteur reçoit un discret coup de genou de son voisin. C'est le signal convenu. Il sort de sa poche un rasoir et tente de le planter dans la carotide du taxiteur qui regarde sa route afin de lui sectionner la gorge. Mais la robustesse de Jean Giraud, son vif réflexe de défense et surtout la maladresse de l'égorgeur d'occasion ne permettent pas à la lame de pénétrer suffisamment profondément. La victime hurle, se débat, lâche une main de son volant, saisit le bras de son agresseur tandis que la voiture s'immobilise dans un taillis. Jean Giraud parvient à ouvrir sa portière, à appeler au secours. Les 2 malfaiteurs ne demandent pas leur reste et prennent la fuite à pied à travers les vignes. Les cris du taxiteur ont été entendus dans les fermes voisines. Des paysans accourent prendre en charge la victime qui est conduite dans un café du village où on lui fait un pansement sommaire. Après avoir été réconforté, Jean Giraud décide de se rendre à l'hôpital d'Aix-les-Bains par ses propres moyens afin de recevoir les soins nécessités par son état. Et il va fournir à la police un renseignement capital. Il pense avoir reconnu dans l'un de ses agresseurs un jeune ouvrier mécanicien d'un garage d'Aix-les-Bains. Les enquêteurs questionnent aussitôt les garagistes de la ville, ils ne sont pas légion, sur les jeunes ouvriers mécaniciens qu'ils ont récemment employés. Et leur curiosité est vite satisfaite. Un garagiste indique qu'il a employé en début d'année un jeune mécanicien correspondant à la description donnée par le taxiteur agressé. On retrouve aussitôt son registre d'embauche et son identité. René Meunier, 18 ans, originaire d'Apremont. Apremont, le lieu du crime. La piste est plus que sérieuse. La brigade de gendarmerie territorialement compétente, à savoir celle de Challes-les-Eaux, est avisée. Et au milieu de la nuit, la demeure familiale de René Meunier à Apremont est investie car la loi ne prohibe pas à cette époque les perquisitions nocturnes en matière criminelle. René Meunier est tiré de son sommeil. Sommé de fournir son emploi du temps au cours de l'après-midi et de la soirée, il balbutie « En mars dernier, j'ai abandonné ma place chez un garagiste d'Aix-les-Bains et je demeure depuis cette date chez mes parents. Au cours de l'après-midi, je me suis rendu à bicyclette à Aix-les-Bains pour embaucher un saisonnier pour nos vendanges. Où se trouve ta bicyclette ?» René Meunier bredouille « Elle n'est pas là. Et ce saisonnier, tu l'as trouvé ?» Silence assourdissant de Meunier. Les gendarmes ont compris. Ils se rendent dans sa chambre et trouvent un homme dormant à poing fermé. « Habillez-vous et suivez-nous. » Meunier et le soi-disant ouvrier saisonnier éveillé en sursaut sont priés de s'habiller et de les suivre à la brigade de gendarmerie de Challes. Tous 2 font aussitôt l'objet d'un interrogatoire serré et rapidement, le compagnon de Meunier passe à table. « Je me nomme René Picassi, j'ai 22 ans, je suis terrassier à Aix-les-Bains. J'ai fait la connaissance de Meunier, nous avons décidé de nous procurer de l'argent en volant une automobile que nous voulions désosser pour faire commerce de ces pièces détachées. Il y a une quinzaine de jours, nous sommes parvenus à dérober une hospice garée devant le grand hôtel d'Aix-les-Bains, mais nous avons dû l'abandonner en raison d'ennuis mécaniques. Nous avons alors décidé de nous en prendre à la traction 15 chevaux du taxiteur Giraud en lui commandant une course à destination d'Apremont où je devais lui trancher la gorge pour nous emparer de sa voiture. Nous aurions ensuite transporté son cadavre jusqu'au lac Noir, au pied du col du Granier. Vous savez, ce petit lac chanté par Henri Bordeaux au pied du col du Granier, où nous l'aurions lesté et jeté à l'eau. On vous dit ça comme si vous alliez aux courses, etc. Et bien sûr qu'ayant eu connaissance des aveux de son comparse, Meunier ne tarde pas à tirer l'échelle et à admettre sa participation à l'expédition criminelle. L'affaire est dans le sac et dans un temps record que salue la presse,
Meunier et Picassy sont présentés dès le lendemain au procureur de la République et au juge d'instruction de Chambéry, inculpés de tentative d'assassinat en réunion. Ils sont écroués à la maison d'arrêt de cette ville dans l'attente de leur comparution devant la cour d'assises de la Savoie. La date d'audience est fixée au 2 juin 1950. L'affaire des galopins sanglants d'Apremont, comme le désigne la presse, a fait grand bruit et attiré de nombreux curieux. Les débats sont présidés par le conseiller Denis Guillot, ancien président du tribunal de Belay, vieux routier des procédures criminelles, et au siège du ministère public, l'avocat général Maurice Chanteau, redoutable par son incontestable talent. L'interrogatoire des accusés par le président Guillot a tôt fait de permettre aux jurés de répartir les rôles. À Meunier, la conception de l'opération, à Picassy, l'exécution des basses œuvres. Ce Picassy, incapable de toute rouerie, dont la spontanéité des réponses n'échappe à personne. « Monsieur le Président, j'ai le premier tout avoué. Au signal convenu que m'a donné Meunier, je n'ai pas osé me dégonfler. » Appelé à la barre, le docteur Gaillard d'Aix-les-Bains décrit les blessures subies par la victime. Une entaille de 15 cm de longueur sur 5 de profondeur. Il ne s'en est fallu que de quelques centimètres pour que la carotide soit atteinte. Alors, lorsque le taxiteur, miraculeusement rescapé, est appelé à la barre, la salle retient son souffle. Va-t-il s'en prendre aux accusés? Crier vengeance? Eh bien, au contraire. Jean Giraud demeure l'homme placide qu'il a toujours été. Il est même fataliste, au point qu'il fait même presque sourire l'assistance lorsqu'il résume ainsi l'affaire. « Si je suis ici devant vous, messieurs les jurés, c'est grâce à ma corpulence. Si j'avais eu un col de cygne, je serais parti la tête sous le bras. » Cite. Seule voix au secours des deux accusés, celle de la mère de Meunier, du père et de la femme de Picassy, bon fils et bon mari. Que dire d'autre pour tenter de les sortir du mauvais pas où ils se trouvent et de parer au foot du réquisitoire que s'apprête à prononcer le représentant du ministère public après que le bâtonnier Richard ait fait entendre la voix de la victime en appelant de ses voeux, je cite, « un verdict de fermeté et d'exemple afin de protéger à l'avenir la vie des chauffeurs de taxi ». L'avocat général Chanteau fait revivre l'agression du chauffeur, sa survie miraculeuse, qui ne saurait profiter aux deux accusés qui avaient la ferme intention de l'assassiner. Il souligne le mobile crapuleux de ce projet de mise à mort froidement prémédité dans le seul dessein de s'emparer de la voiture de la victime et de conclure. Il n'y a pas la moindre circonstance atténuante en faveur des accusés. Il faut les condamner pour le principe et non pour le fait. Je requiers en conséquence la peine capitale contre eux deux, et d'ajouter sans doute pour emporter le suffrage de la majorité des jurés, il leur sera possible de demander immédiatement après cette condamnation un recours en grâce. Je m'y associerai. Très curieux réquisitoire, consistant à demander la peine de mort et en disant « mais s'il présente un recours en grâce, je ne m'y opposerai pas ». Réquisition terrible de peine de mort que nul n'avait envisagée et dont, vous le voyez bien, l'avocat général sans même s'excuser. Alors les deux avocats de la défense vont donc prendre soin d'éluder l'évocation des faits pour s'employer à évoquer la jeunesse de leurs clients, leur immaturité, à montrer combien ceux-ci, à la loterie de la vie, ont tiré le billet pas de chance. Picassy les écoute en pleurant, tandis que Meunier, le regard sec et buté, paraît absent, évadé vers je ne sais quel horizon, pour reprendre l'expression d'un observateur du procès. La cour se retire pour délibérer avec les jurés. Ce délibéré va durer 90 minutes, à l'issue desquelles le président Guillot, le visage blême, regagne son siège, suivi de ses deux assesseurs et des jurés, d'une voix blanche, trahissant une émotion, laissant transparaître qu'il a sans doute été mis en minorité par les jurés. Il donne lecture du verdict, je le cite. La Cour, après en avoir délibéré et voté à la majorité requise par la loi, a donné les réponses suivantes aux questions posées dans les termes de l'arrêt de mise en accusation. À la question René Meunier et René Picassy se sont-ils rendus coupables de tentative d'assassinat en réunion? La réponse a été oui. Existe-t-il des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé? La réponse a été non. En conséquence, la Cour condamne René Meunier et René Picassy à la peine de mort. Ils avaient 22 ans et 18 ans. Il y eut, écrit le journaliste du Dauphiné libéré, un bruit de couperet qui choit. C'était le hoquet de douleur d'une mère qui pleurait son fils voué à la guillotine avant que la salle manifeste sa réprobation devant ce verdict extrême que nul n'attendait.
Recours en grâce fut donc déposé. L'avocat général Chanteau s'y associa, comme il s'y était publiquement engagé. Et le président Guillot lui-même, président de la cour d'assises, prit sa plume et adressa ce rapport au président de la République, que j'ai retrouvé. Les jurés, effrayés par les multiples attentats commis, ont sacrifié, en connaissance de cause, le principe du caractère personnel de la peine au profit de celui de l'exemplarité. Le président des assises soussigné, estimant que l'avertissement voulu par les jurés a été donné et que c'est avant tout ce qu'il désirait faire, a l'honneur de conclure qu'il y a lieu, à son avis, d'accueillir favorablement le recours en grâce. Sans surprise, le président de la République, Vincent Auriol, commua la peine capitale infligée à René Meunier et René Picassi en travaux forcés à perpétuité. Tel fut, mesdames, messieurs, l'épilogue de la dernière condamnation à mort prononcée par les cours d'assises savoyardes. Finalement, ce sont au total 14 condamnations à mort qui ont été prononcées par les cours d'assises de Savoie et de Haute-Savoie entre 1860 et l'abolition de 1981, 12 en Savoie, 2 seulement en Haute-Savoie. Et nous savons que 2 seuls ont été ramenés à exécution, Viquéry à Chamonix, Spaggiari à Chambéry. Ces cours d'assises populaires, avec ces 14 condamnations à mort en 121 ans, soit 0,11 par an, se sont révélés beaucoup moins sévères que le Sénat de Savoie puis la cour d'assises de Chambéry, qui entre 1815 et 1860 avait prononcé annuellement 1 à 2 condamnations à mort, montant même jusqu'à 7 condamnations à la pendaison prononcées par la cour d'appel de Chambéry en 1850. Quant au droit de grâce, je ne peux vous dire si les rois de Piémont-Sardaigne qui se sont succédés ont été plus ou moins généreux que nos présidents de la République. On sait simplement que la dernière condamnation à mort des États de Savoie intervint le 20 mars 1860, soit 4 jours à peine avant le traité de Turin, décidant de l'annexion définitive de la Savoie à la France. Elle visait Catherine Lolios, domestique, ayant empoisonné son enfant nouveau-né le 23 août 1859 à Chevenoz. Recours en grâce fut présenté au roi Victor Emmanuel II, qui commua la peine en travaux forcés à perpétuité le 4 mai 1860. Ainsi, le dernier acte du souverain de Piémont-Sardaigne envers la justice de Savoie fut un acte de bienveillance. Tel fut le rapport de la justice de la Savoie française avec la peine de mort, jusqu'à ce jour, du 9 octobre 1981, où fut abolie dans notre pays la peine capitale, ainsi que nous l'imposait depuis son entrée en vigueur le 3 septembre 1953, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à laquelle la France avait adhéré. Je vous remercie.